poursuit la conf avec le C-Team, 15 minutes pour apporter des éclairages complémentaires à ce qui vient d'être dit dans une table ronde. Alors aujourd'hui, Kobo, robot, pour le bien de tous, info ou intox? Eh bien, faisons le point avec nos deux invités. D'abord Frédéric Hélin, directeur de Kobo Team, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Couche, responsable produit chez Fanuc. Bonjour. Allez, on commence avec le régional de l'étape. Oui, Frédéric Hélin. Vous êtes directeur de Kobo Team, c'est quoi Kobo Team? Alors Kobo Team, c'est le cluster de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la robotique, donc c'est Kobo Team Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est un cluster qui est assez généraliste, mais effectivement il y a un prisme important sur l'industrie parce que Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première région industrielle de France, première région de sous-traitance. Donc effectivement, beaucoup d'industries dans la robotique que l'on traite. Et alors, au quotidien, les activités de Kobo Team, c'est quoi? Alors, mise en relation d'entreprise, animation de notre réseau d'adhérents, pour leur trouver des opportunités sur leurs projets collaboratifs, leur trouver de nouveaux marchés, les faire participer à des appels à projets, des salons, comme maintenant, sur des pavillons, et puis animer, pousser cette filière, parce que c'est une filière très intéressante, et on va en parler avec Fanuc aussi. Alors, vous êtes en contact direct avec les industriels, vous êtes dans le Kobo. Aussi. Quelle approche ont les industriels du Kobo? Enfin, ils en attendent quoi? Alors, d'abord sur le Kobo, il y a un intérêt très fort. Mon camarade le confirmera, très fort. Parce que si on va dire que les gros industriels ont pu robotiser il y a déjà maintenant quelques années sur des séries avec des cadences assez importantes, on est dans des plans importants et ça a été annoncé au début du salon de relocalisation, de réindustrialisation, c'est très important et ça va se faire beaucoup à travers des PME. Le tissu industriel français, c'est beaucoup de PME, vous êtes le premier à le savoir. Et pour que ces PME soient compétitives, parce que si on réindustrialise, on va industrialiser sur des pays, sur des métiers à haute valeur ajoutée, il nous faut des outils qui permettent cette VA importante. Et notamment le Kobo en fait partie, le robot facilement utilisable par des non-roboticiens, par des opérateurs en PME. Ça, c'est un outil de productivité très important. Et c'est ce qui nous est dit. Ces machines commencent à arriver. On en voit de plus en plus dans les ateliers et elles sont très attendues en même temps aussi. Ouais, donc dans les appels à projets, oui. Dans les demandes, dans les cahiers des charges, c'est pas simplement un robot qui remplace les bonshommes, mais c'est un robot qui travaille avec les bonshommes. Ah oui, le robot qui remplace l'homme, ça vous me le confirmerez, on se le confirmera, c'est pas tout à fait dans l'air du temps, ça ne fonctionne pas, c'est même un peu une vue de l'esprit assez étriquée on va dire, on est bien d'accord. Non, au contraire, c'est vraiment une machine au service de l'homme parce que comme je vous le dis, dans ces plans de réindustrialisation, il faut vraiment que les opérateurs se concentrent sur les valeurs à très haute valeur ajoutée, ce que seul l'humain peut faire, je veux dire la dextérité, etc., la connaissance du métier, le geste de l'art, on va dire, et derrière le robot a plutôt intérêt à suivre pour faire tout ce qui est inintéressant. Donc on attend beaucoup du robot, mais pour vraiment assister en complémentarité l'homme qui reste, l'homme avec un grand H, qui reste vraiment la personne au centre de l'atelier, ça c'est évident. Donc en tout cas, si les robots nous font du bien, ils en font au moins sur le plan économique, sur du bien à notre porte-monnaie. Bien sûr, alors bien sûr, parce que c'est des outils de compétitivité importants. Donc quand un industriel achète un robot, c'est pourquoi il le fait. Et puis il attend aussi que des machines soient de plus en plus agiles. On parle de cobotique, c'est de l'agilité de production, etc. C'est finalement réadapter très vite son outil industriel et le Kobo le permet. Alors Nicolas Couche, les Kobo vous en faites depuis un moment. Chez Fanuc, c'est devenu une réalité il y a déjà plusieurs années. Tout à fait. Avant de savoir s'ils nous font du bien, en tout cas, ils sont faits pour ne pas nous faire du mal. Ça passe par quoi? Bien sûr, ça c'est avant tout la sécurité, un des points primordiaux dans les développements que fait Fanuc depuis toujours. Et effectivement, les normes relatives aux robots collaboratifs sont très spécifiques pour ne pas blesser les opérateurs, parce que comme disait monsieur, c'est de pouvoir travailler à côté d'un opérateur pour l'aider dans des tâches difficiles. L'opérateur va apporter sa dextérité et le robot va faire les tâches pénibles et inintéressantes. Mais comme on est à côté, il y a des risques. Et donc ces risques, il faut bien les appréhender. Et toute la conception technologique est extrêmement avancée. Déjà depuis un certain nombre d'années, avant les robots collaboratifs, déjà il y avait des technologies qui maîtrisent les vitesses des bras des robots, les endroits où les robots ont le droit de travailler ou pas. Et tout ça, on le maîtrise depuis très longtemps. C'est validé. Et là, maintenant, on va rajouter dans ces fameux robots collaboratifs des technologies de capteurs de sécurité d'effort qui vont maîtriser la pression qu'ils sont capables d'exercer sur un opérateur en cas de contact. Donc c'est extrêmement fin, c'est réglable dans tous les sens et on a une sécurité totale. Donc ça veut dire qu'ils ont le sens du toucher finalement les robots. Exactement. Alors on s'en sert effectivement pour protéger les opérateurs avant tout, mais après on peut aussi se servir de cette technologie-là pour faire de l'assemblage, parce qu'il a toute cette notion de cette finesse de sensibilité qu'on peut avoir nous avec nos mains pour faire du montage d'éléments assez finement. Voilà, justement, comme il a un peu d'essence, un peu comme nous, il peut faire des travaux un peu comme nous.
C'est vrai. Comment ça évolue techniquement? Enfin, on met de plus en plus de capteurs ou des capteurs de plus en plus fins, ou on met de l'intelligence dedans pour que le robot comprenne encore mieux où est-ce qu'il est dans son environnement? Effectivement, c'est un ensemble un petit peu de tout ça. On va mettre bien sûr des capteurs très spécifiques qui sont des capteurs donc d'effort mais de sécurité. Donc toutes les informations sont doublées. C'est un peu ceinture bretelle. Il faut faire attention à tout ça et c'est contrôlé par des logiciels extrêmement puissants qui vont analyser ça en permanence et on va créer des scénarios de sécurité qui sont établis suite à une analyse de risque. Chaque installation d'un robot industriel, et encore plus pour un robot collaboratif, nécessite ces analyses de risque très précises pour éviter justement les problématiques avec des opérateurs, un risque industriel ou un risque humain. Donc on analyse tout ça et on paramètre le système et le système va suivre ces informations-là tout le temps. Ouais. Les cobots, on en parle depuis un moment. Alors on parle aussi même les robots déjà, c'était déjà leur vocation. Quand on dit ne pas nous faire de mal, c'est par exemple aussi nous éviter les TMS et choses comme ça de toute façon. Voilà, et ça fait partie des applications, comme on est en proximité de ce matériel, par leur conception, ça devient intéressant, ça devient un petit peu un collègue de travail qui va nous libérer certaines tâches pénibles, nous positionner des objets à hauteur de vue, nous aider à porter le produit, alors que lui, l'opérateur, il peut contrôler, faire des opérations très très fines pour aider et à limiter ces TMS. Ou même sur des charges aussi assez élevées, on peut aller jusqu'à 35 kg de charge utile aujourd'hui, faire des opérations de palettisation qui ne sont pas clairement passionnantes pour un opérateur. Et là, on n'aura pas de problème de TMS sur ce type de poste de travail. Ouais, tiens, vous abordez le sujet. Au départ, on avait des cobots qui étaient plutôt petits, des choses qui portaient des petites charges, en se disant ce sera peut-être moins dangereux. On peut faire des cobots qui portent lourd. C'est vrai. Après, il y a une contrainte technologique. Plus vous emmenez lourd, plus les risques d'effort sont importants pour les opérateurs. Après, tout ça, c'est réglable et pondérable, mais c'est au détriment de la vitesse de fonctionnement. Tous ces robots sont intéressants, mais pour des problématiques de risque, de sécurité, il faut réduire la vitesse de fonctionnement. Dans certains cas, c'est très intéressant et c'est logique pour un poste de travail donné, mais dans d'autres cas, on va dire, ça va à l'encontre de la productivité. Donc tout ça, ça s'étudie en amont, dans des projets, pour être sûr que ce soit viable et intéressant. Les industriels, quand ils investissent dans ce genre de solutions, ils ont conscience de tout ça? Bien sûr. Au début, on a fait un petit peu de pédagogie, parce que comme vous l'expliquiez au début, le robot collaboratif peut être intéressant sur un point qui est la facilité de programmation, parce que ça c'est un mythe qu'il y a dans la robotique, on croit que c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça, mais ça a permis de passer un cap important sur cette facilité d'utilisation, mais il n'y a pas que ça. Il faut voir l'ensemble de la problématique qui sont liées à l'usage d'un robot industriel en proximité d'un opérateur. Et tout ça, c'est encadré par de la réglementation quand même maintenant, ça évolue quand même. C'est clair. Aujourd'hui, la réglementation, elle est entre guillemets à peu près stabilisée, mais on sait que les organismes y travaillent pour faire des nouvelles normes un peu plus générales autour de cette problématique proximité homme-machine. Il y aura sûrement dans les prochaines années on va dire un rassemblement des normes autour des robots pour avoir qu'une norme unique qui intègre tous ces critères, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu dissocié. Alors en plus, on est sur des cobots. Pour l'instant, les cobots, c'est des machines qui peuvent bosser à côté des humains en limitant, voire en éliminant les risques, on va le dire. Soyons clairs. Sans risque. Donc pour l'instant, ils ne nous font pas de mal. On va voir s'ils peuvent nous faire vraiment du bien. Est-ce que ces technos-là, tout ce qu'on développe actuellement, est-ce que ça pourrait être mis au service vraiment du bien? Alors j'attends pas des robots qui nous massent pendant qu'on travaille, mais comment on pourrait appliquer ces technos sur quelque chose qui pourrait nous aider encore plus? Après, c'est une problématique un petit peu particulière. Tout ce qui concerne l'être humain ou l'être vivant, déontologiquement, chez Fanuc, on ne va pas dans cette voie-là. Il y a beaucoup de travail dans le terme de l'industrie, parce que effectivement, le risque est proche de zéro, mais il n'y a rien qui fonctionne avec un risque zéro. C'est impossible. Donc, déontologiquement, on ne fera pas ce genre de choses. Mais effectivement, dans l'aspect purement industriel, de facilité de poste de travail, de conception de ligne, il y a beaucoup de choses à revoir qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Historiquement, on utilise des robots dans des cages depuis les années 70. On a mis un certain temps à mûrir tout ça. Il y a eu une phase intermédiaire qui est ce qu'on appelait les robots coopératifs. On limitait les vitesses. Le robot s'arrêtait avant qu'on ne le touche. Maintenant, c'était une première phase. Maintenant, on s'approche du robot, on peut le toucher. Il y a des choses qui changent. Donc il faut que le temps, dans la conception des lignes de production, on prenne en compte tout ça pour développer des nouveaux concepts, des nouvelles façons de travailler, parce que ce matériel-là est tout à fait capable d'aller de l'avant dans des problématiques de flexibilité. Ça, c'est dire le marché actuel, on a besoin de changer les produits régulièrement, de régler les choses, on a besoin de cette flexibilité-là, et le robot collaboratif peut le faire, peut aider dans ce sens-là. Frédéric,
Les industriels, ils en rêvent justement de robots là, qui font encore plus de choses, qui sont encore plus près des humains, voire des exosquelettes. C'est des choses qui leur parlent ou pas? Alors, est-ce qu'ils en rêvent? Il y a deux choses. Ils rêvent d'une bonne compétitivité, ils rêvent de compétitivité, ils rêvent d'efficacité pour leur production. Donc ça, c'est sûr que tout outil de compétitivité, ils en rêvent. Mais il se trouve que la robotique, c'est un sujet passionnant. Et donc, on est sur une filière en fait, qui passionne, y compris les chefs d'entreprise, qui soient des roboticiens qui fabriquent des machines ou ceux qui en ont besoin. Et donc, à partir de là, c'est vrai qu'il y a des réflexions importantes sur la robotique aussi qui sont tirées, on peut le dire, parce qu'on parle aussi un peu de ça, du bien-être, ça, par la passion. Hein. Chez Fanuc, il n'y a que des passionnés. Hein. Ça, c'est à peu près sûr, j'en suis sûr, je le parie. Parce que la robotique, c'est passionnant. Et de ce fait, effectivement, eh bien, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se disent « je pourrais robotiser ». D'abord, avant tout, pour leur production, pour leurs salariés, pour le bien-être des salariés, on en a parlé, parce qu'effectivement, ça apporte du bien-être, mais aussi parce que c'est passionnant comme sujet. Ces technologies-là, on les développe pour des robots qui sont industriels. À côté, il y a tout un pan qui est plus le côté santé. Oui. On a l'impression que c'est un petit peu cousin. Oui. Vous voyez ces parallèles en fait entre les deux? Alors ça, c'est intéressant parce que on a tendance à classifier, on va dire, les robots par grand domaine d'usage. Mais si on regarde les technologies sous-jacentes avec les interfaces de plus en plus interactives, intuitives, l'IA qui est incorporée maintenant dans les robots, donc l'intelligence artificielle, les capteurs, vous en avez parlé, etc. Finalement, on a des technologies qui sont assez transverses à ces multiples usages. Vous parliez tout à l'heure de massage. Oui. Je vous invite à aller voir Capsix. Voilà, Robotique, qui est une entreprise adhérente de Coboteam, près de Lyon, qui fait du robot de massage. Effectivement, sur des machines qui sont effectivement au départ conçues pour le secteur de la santé, effectivement, c'est tout à fait possible et c'est même très agréable, je peux vous le dire, pour l'avoir testé très professionnellement parfois. Écoutez, c'est une expérience à essayer. Nicolas Couche, vos technologies, celles qu'on retrouve dans l'industrie, vous trouvez leur pendant aussi dans la santé? Enfin, il y a des choses de robots sur des... Il y a une espèce d'héritage. Tous ces premiers développements étaient vraiment purement industriels, mais l'héritage va se répartir sur plusieurs secteurs d'activité, entre autres la santé, mais on peut avoir d'autres domaines comme l'agriculture. Il y a plein de choses qui se développent par rapport à l'usage de ces technologies, grâce bien sûr aux technologies de capteurs, de motorisation, de mode de commande, des contrôleurs de commande, d'intelligence artificielle. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se déploient sur plein de secteurs d'activité, qui découvrent que cet outil est quand même très intéressant pour augmenter la flexibilité d'utilisation ou travailler même des fois complètement différemment pour être plus confortable, plus sécuritaire et plus productif. Ouais. Et en plus, on a des robots qui font à manger, on a des robots qui font le ménage, on a des robots qui tondent le gazon. C'est dans ce sens-là qu'ils nous font du bien finalement. Alors ceux qui tondent le gazon, qui font le ménage, sont un petit peu différents, mais il y a quand même cette notion d'héritage. On sait quoi? C'est on pilote un élément mobile avec des moteurs, une intelligence qui pilote tout ça, qui réfléchit, avec des capteurs qui appréhendent l'environnement. C'est très proche. Ouais. Finalement, à terme, vous pensez que les robots vont devenir des salariés comme les autres vraiment? C'est pas l'objectif, c'est deux choses tout à fait différentes. Dans une entreprise, il y a besoin à la fois de gens qui ont un esprit, qui réfléchissent et qui développent des choses et qui apportent une dextérité, comme je disais, qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec la main de l'homme, où là il y a vraiment une valeur ajoutée très importante. Et le robot est une machine, ou je dirais même presque un simple vérin intelligent pour aider justement les employés à faire des choses mieux, avec une meilleure qualité, pour être plus productifs et vendre leurs produits dans le monde entier. Voilà, des belles perspectives. Frédéric, juste ici en Rhône-Alpes, il y a des acteurs qui s'investissent énormément dans toutes ces applis robotiques. Oui, bien sûr. Il y a un élan. Il y a un élan certain. La filière robotique d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à plus de 500 acteurs qui sont identifiés dans notre référentiel de compétences. Alors ces acteurs ne sont pas tous des constructeurs de robots, c'est des constructeurs de sous-ensembles, des gens qui sont sur le service, l'intégration, etc. Il y a un élan fort. De toute façon, c'est une région qui est très dynamique dans quantité de secteurs. L'industrie, la recherche, la technologie, effectivement, la robotique, qui est de l'intégration de tout ça, finalement, est portée. Et Rhône-Alpes est un acteur majeur, finalement, pour le développement de ces sociétés. Ça, c'est évident. Voilà. Beaucoup d'industriels passionnés, beaucoup d'industriels amassés avec des robots. Oui. Merci beaucoup à vous deux. Merci.